Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet, disons, un peu technique, mais vraiment essentiel pour quiconque réside en Israël et détient une société à l'étranger. On va parler de la loi sur les sociétés étrangères contrôlées, les fameuses CFC. Et croyez-moi, c'est un véritable labyrinthe fiscal où un mauvais virage peut coûter une petite fortune. Pour que ce soit bien concret, imaginez l'histoire de David. Comme beaucoup d'entrepreneurs malins, il pensait avoir mis au point la stratégie fiscale parfaite. Sauf que cette stratégie s'est complètement retournée contre lui. Son cas illustre à la perfection pourquoi il faut faire très attention à cette loi. Alors voilà le raisonnement. Et franchement, ça a l'air logique, non? On monte une structure à l'étranger, les profits sont générés là-bas, ils sont peu taxés, et on ne paie d'impôts en Israël que sur l'argent qu'on décide de se verser. Simple, efficace, et malheureusement bien souvent complètement faux. C'est exactement ce type de montage que la loi CFC vient contrer. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Avant même de parler des règles CFC, il y a une question fondamentale à se poser. Est-ce que la société est vraiment étrangère aux yeux du fisc israélien? Parce que, et ça c'est un point clé, le simple fait qu'elle soit immatriculée aux Bahamas ou à Chypre ne suffit absolument pas. La vraie question, c'est où se trouve le contrôle et la gestion. En gros, où est le cerveau de l'entreprise? Si toutes les décisions importantes, les décisions stratégiques, sont prises depuis un bureau à Tel Aviv, alors pour le fisc, c'est une société israélienne. Point final. Et dans ce cas, elle est taxée en Israël sur 100% de ses bénéfices mondiaux. Le débat sur les CFC est terminé avant même d'avoir commencé. Ok, imaginons que la société passe ce premier test, qu'elle soit bien pilotée depuis l'étranger. C'est là qu'on entre dans le cœur du réacteur, les règles CFC. Pour qu'une société soit qualifiée de CFC, elle doit cocher 3 cases bien précises. Et le mot le plus important ici, c'est cumulativement. Les 3 en même temps. Voilà, donc les 3 filtres à passer. D'abord, le contrôle. Ensuite, la nature des revenus. Et enfin, le taux d'imposition payé à l'étranger. Il suffit qu'un seul de ces 3 critères ne soit pas rempli, un seul, pour que la société ne soit pas considérée comme une CFC. Et c'est justement là que réside toute la stratégie de planification fiscale. Premier filtre, le contrôle. La question est très directe. Qui tient les rênes? Si plus de 50% des moyens de contrôle, que ce soit les droits de vote, le droit aux bénéfices, peu importe, sont dans les mains de résidents israéliens, eh bien, la première condition est remplie. On passe à la suite. Deuxième critère, on regarde d'où vient l'argent. Est-ce que la majorité des revenus sont passifs, en gros des revenus de portefeuille, comme des intérêts, des dividendes, des loyers? La loi fait une distinction très claire avec les revenus actifs, qui eux viennent d'une vraie activité commerciale, de la vente de services ou de technologies. Attention, il y a des subtilités. Par exemple, un dividende qui vient d'une filiale qui a déjà payé beaucoup d'impôts, lui ne sera pas vu comme un revenu passif. Et voilà la troisième et dernière condition. Est-ce que la société paie un impôt effectif de moins de 15% sur ses revenus passifs dans son pays? Si la société est basée en Allemagne, par exemple, où l'impôt est bien plus élevé, elle ne sera jamais une CFC, même si elle est contrôlée par des Israéliens et remplie de revenus passifs. En clair, ce que la loi cherche à cibler, ce sont les montages dans les paradis fiscaux. Bon, maintenant, imaginons le pire scénario, une société qui coche les 3 cases. Que se passe-t-il? L'impact est double. Il y a l'impôt à payer, bien sûr, mais il y a aussi un piège administratif, beaucoup moins connu et qui peut être bien plus destructeur. Si la société est qualifiée de CFC, la loi israélienne va considérer que l'actionnaire a reçu sa part des bénéfices, même si l'argent n'a jamais quitté le compte en banque de la société. C'est ce qu'on appelle le dividende réputé. Et ce revenu, qui est purement fictif, est imposé à 25 ou 30%, comme si c'était un vrai dividende. On se retrouve donc à payer de l'impôt sur de l'argent qu'on n'a jamais touché. Payer cet impôt, c'est déjà une très mauvaise surprise. Mais, et j'insiste, ce n'est pas le pire. Non. Le vrai danger, c'est une petite obligation de déclaration qui, si elle est oubliée, peut avoir des conséquences absolument dramatiques. Le voilà, le point crucial, le formulaire 150. Toute personne qui est actionnaire de contrôle dans une société étrangère, qu'elle soit une CFC ou non, doit absolument joindre ce formulaire à sa déclaration annuelle. L'oublier, ce n'est pas une simple petite erreur administrative, c'est bien plus grave. Et voici l'effet concret de ce piège. Sans ce formulaire, la déclaration de revenus est considérée comme n'ayant jamais été déposée. La conséquence est juste vertigineuse. Le délai de prescription normal, qui est de 3 ou 4 ans, ne commence jamais. Ça veut dire que le fisc peut revenir 10, 15, 20 ans en arrière pour réclamer l'impôt, avec en plus des intérêts et des pénalités qui peuvent être colossaux. C'est une véritable épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Pour bien comprendre à quel point cette loi est appliquée avec rigueur, le mieux, c'est de regarder ce que disent les tribunaux.
Les décisions de justice, c'est une mine d'or d'informations sur la manière dont les choses se passent en pratique. Il y a 2 affaires qui sont vraiment emblématiques. L'affaire Vitella Capital nous apprend une chose simple. C'est aux contribuables de prouver que ses revenus sont actifs. Et il faut des documents, des preuves tangibles. L'affaire Rosebud, de son côté, a clarifié que chaque société est analysée séparément. On ne peut pas essayer de noyer un revenu passif en le mélangeant avec d'autres sociétés actives. Ça ne marche pas. Alors, face à tout ça, comment on fait pour naviguer dans ce champ de mine et éviter le piège? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. Il existe des stratégies de planification tout à fait légales pour se mettre à l'abri. La logique est finalement assez simple. Il faut faire en sorte qu'au moins une des 3 conditions ne soit pas remplie. On peut, par exemple, faire entrer des associés non israéliens pour que le contrôle israélien passe sous la barre des 50%. Ou alors, on peut développer une vraie activité commerciale dans la société pour que les revenus passifs ne soient plus majoritaires. Ou, solution radicale, on opère depuis un pays où la fiscalité est supérieure à 15%. Finalement, la question de fond, elle est là. Est-ce qu'une société étrangère est un véritable atout stratégique pour se développer ou est-ce que c'est une bombe à retardement fiscal qui n'attend qu'une chose, c'est d'exploser? Ignorer cette question, c'est tout simplement prendre un risque énorme. Une analyse préventive avec un bon conseiller, c'est vraiment la seule façon d'avoir l'esprit tranquille.